Mais bien sûr. Bonsoir mes chères spectatrices, mes chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du Grand Action, et c'est un immense plaisir de vous accueillir à l'occasion de cette séance de rentrée de notre ciné-club Images et Paroles, créé et brillamment animé par Carlos Tello, que nous allons couvrir d'applaudissements. Alors, est-ce que certains d'entre vous viennent pour la première fois au ciné-club Images et Paroles? Ah, mais oui, formidable. Ah, génial, plein de nouveaux spectateurs. Mais écoutez, bienvenue. Carlos est docteur en cinéma et en littérature. Il se passionne pour énormément de sujets, dont le posthumanisme, dont la géopolitique et dont la politique tout court, l'histoire. Tu entames, c'est ta 5e saison avec nous, Carlos? Oui, c'est la 5e. Alors, c'est très émouvant. Vous savez, les ciné-clubs, c'est comme beaucoup de choses dans ce bas monde. Il y a un moment, ça monte, c'est au firmament, puis il y a un moment, ça descend. Et 5 saisons, avec toujours une qualité, un contenu que vous allez pouvoir apprécier, c'est vraiment formidable. Je suis très contente d'avoir passé ces 4 saisons ensemble et d'être à l'orée de la nouvelle. Et là, en plus, non seulement nous avons notre saison que Carlos va nous détailler, mais en plus, Carlos, tu nous concoctes un festival cette année, au mois d'avril. C'est ça. Ouais. Un festival des cinémas latino-américains, le festival des cinémas latino-américains de Paris, qui va s'appeler CLAP, du coup, Festival des cinémas latino-américains de Paris. Ça va commencer en avril de l'année prochaine dans plusieurs salles, dont les Grandes Actions, bien sûr, mais également au SADA, au Centre André des Arts, à l'Archipel, au Reflet et à l'Île-de-France également, à Créteil, dans le cinéma de Paris. Super. On a vraiment hâte, donc ce sera en avril. Tu nous donnes les dates pour que nos spectateurs rayent cette période sur leur agenda. Bon, on attend, mais oui, c'est entre les 11 et les 16 avril. Entre le 11 et le 16 avril. Et là, ça va être pour la première fois à Paris un festival qui va présenter tout le cinéma d'Amérique du Sud, de tout le continent, avec, tu m'as dit 23 pays 21 pays, mais on va choisir une dizaine de films seulement. D'accord, ok. Super. Bon, alors, on a hâte, et moi je suis ravie d'assister à la naissance de ce nouveau festival. Bon, alors revenons à notre saison. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure un trailer, une bande-annonce. Non, vous n'avez pas vu? Mince. Bon. Ok. Bah, on a 4 films dans les programmes, dans les sujets qui s'appellent Le ciel, la terre. Donc on commence ce soir avec Fassbinder. Nous allons voir en octobre un film français de Clément Cogitor qui s'appelle Ni le ciel ni la terre. C'est un peu le film qui donne les titres au sujet. C'est un superbe film. En novembre, nous allons voir un film mexicain d'un réalisateur qui s'appelle Amat Escalante, La région sauvage. Là, il y a un extraterrestre qui descend sur Terre et qui fait l'amour avec tout le monde. Et en décembre, nous allons voir un film du grand Pier Paolo Pasolini où il est question d'un extraterrestre qui descend sur Terre et qui fait l'amour avec tout le monde. À part ça, on a 2 séances à côté, un peu, que j'organise avec des universitaires également, qui s'appellent Culture IA sur l'intelligence artificielle. Et là, on va voir 2 films. Les films de Trouble with Pink Board, la date, c'est juste là, c'est le samedi 5 novembre. Alors, ce film-là, il n'est pas distribué en France, il va probablement plus jamais être montré en France. Donc là, il va falloir venir absolument. C'est un très bon film qui explore ce sujet de l'intelligence artificielle avec beaucoup d'intelligence. Ça a été une épopée pour l'obtenir, ce film. On va vous épargner les détails, mais on est quand même plusieurs à travailler depuis un moment pour que vous puissiez découvrir ce film avec nous le samedi 5 novembre. Donc notez-le dans vos agendas. Parce que ces séances IA, c'est le samedi. C'est ça, oui. Et on termine l'année avec un tout petit film de science-fiction qui s'appelle 2001 au 10e l'espace, en décembre, avec la très belle copie, bien sûr, qui a été restaurée il y a quelques années déjà, mais bon, qui est très belle, avec cet écran de 10 mètres, c'est quelque chose. Donc voilà, ça il faut venir aussi. Magnifique, très alléchant. Alors sinon, pour ce soir, j'avais
trois nouvelles, deux mauvaises et une bonne. La première mauvaise nouvelle, c'est que normalement, il y avait un invité pour ce soir, Guillaume Desarbes, qui est photographe, qui est artiste, qui est commissaire d'exposition. Bon, il fait tellement de choses que justement, il n'arrive pas trop à bien gérer son agenda parfois. Et du coup, il a été appelé à la dernière minute à Istanbul. Il est à Istanbul. Il m'a proposé de faire un Zoom ou un Skype. J'ai refusé, ça ne marche pas bien, ce truc, c'est pas très agréable. Du coup, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas là. La bonne nouvelle, c'est que je suis là, et comme d'habitude, je vous ai préparé quelque chose pour après la séance. Le film que nous allons voir est assez complexe, très beau, très riche, donc je pense qu'on gagne si on commente deux, trois choses après la projection. Et l'autre mauvaise nouvelle, vous la connaissez déjà, la semaine dernière, Jean-Luc Godard est mort. Et c'était un énorme artiste. Et bien sûr, on peut se dire qu'un homme de 91 ans qui meurt, c'est pas très grave parce qu'il avait vécu assez et tout ça, mais dans l'histoire du XXe siècle, il n'y en a pas beaucoup comme lui. Dans l'histoire du cinéma, il n'y a aucun comme lui. Cette association qui s'appelle Images et Paroles, bon, je vais vous montrer cette image qui fait partie de son dernier film, le livre d'images, c'est une parole qui est une image qui est une parole. Le nom de l'association vient de Godard lui-même. En 2015, quand il travaillait à son film, il appelait ses films Images et Paroles. Après, il a changé d'avis et il a appelé les films Le Livre d'images. J'ai profité donc que les titres flottaient. Je l'ai pris pour mon association, pas seulement parce que je l'ai trouvé joli, mais parce que je voulais marquer un lien avec Godard qui a été toujours très important pour moi dans son cinéma, dans sa façon de parler du cinéma et de mettre de la pensée dans le cinéma également. Je voulais lui faire ce tout petit hommage ce soir et on enchaîne donc avec notre sujet. Fassbinder qui a été aussi très marqué par l'œuvre de Godard, surtout, mais pas que dans ses premières années. Je ne sais pas si vous connaissez les premiers films de Fassbinder des années, quand il commence, fin des années 60. Et il est très proche du cinéma de Godard, du cinéma de Jean-Marie Straub, du cinéma d'Éric Rohmer, à qui il va dédier son premier court-métrage. Et donc voilà, je me suis dit que c'était quand même une bonne manière de commencer, même si bien sûr je n'ai pas fait exprès, mais commencer avec Fassbinder, c'est établir un lien avec ce qui s'est passé. C'est un des premiers éditiers, si vous voulez, de Godard, vraiment dans l'époque. Et juste un mot avant de lancer les films, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de Dante Alighieri, vous connaissez la comédie de Dante? Alors, il y a quand même quelque chose de spécial ce soir, c'est qu'on est à la séance 33 du Ciné-Club. Fassbinder, en 1978, quand il a fait ses films, il avait 33 ans. Et c'est son film numéro... Oui, c'est curieux quand même. Donc on va voir si finalement dans ces films, on voit ce qu'on voit dans la comédie, c'est-à-dire une descente aux enfers, une montée au purgatoire, et peut-être que ça va finir au paradis, on va parler de ça après la projection. Voilà. Peut-être juste un tout dernier mot. Je ne sais pas si vous êtes familier du cinéma de Fassbinder. Non, super. Alors vous allez découvrir ce qui est pour moi peut-être son plus grand film. Là, il a 33 ans. Il est au sommet de la maîtrise du langage cinématographique. Au sommet. Donc, vous allez voir un très grand film. Voilà, on se voit tout à l'heure. Merci. Bon, je suis ravie que vous découvriez Fassbinder dans la salle. On a beaucoup travaillé sur Fassbinder, tu te souviens, il y a quelques années, et c'est un réalisateur qui est évidemment mort trop jeune et qui était un génie, puisque tu parlais de Godard, de tout ce que Godard a apporté au cinéma. Fassbinder aussi a apporté énormément de choses. Ça fait partie des gens qui ont changé le regard sur le cinéma, sur la vie, qui ont formé des générations. C'est Fassbinder, il est mort à 37 ans, Fassbinder, je crois. Il a traversé l'existence comme un éclair. Tout le monde se revendique. Énormément de gens le pleurent encore, se revendiquent de lui. Et même à travers son œuvre, on voit l'évolution de la société, l'évolution de son regard. À chaque fois, je me dis, mais jusqu'où serait-il allé dans son âme? Il est mort à 37 ans, il a travaillé entre son premier film et l'année de sa mort, il a travaillé donc 16 ans, et dans ces 16 ans, il a fait 25 longs-métrages, 13 longs-métrages pour la télé, 3 séries télé, 2 courts-métrages, avec 43 films en 16 ans. Et bon,
Et on dit une série télé, c'est Berlin Alexanderplatz, c'est 18 épisodes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de travailler. Et ça m'a fait penser, la date de naissance de Fassbinder, c'est le 31 mai 1945, son anniversaire en 1978, sans la fête d'anniversaire, je vais vous expliquer ça plus tard, mais sans la fête d'anniversaire de 1978, il n'y aurait pas ces films. La raison est plutôt tragique, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà. Et puisqu'on en est aux hommages, il faut dire un petit mot sur Tanner aussi, qui nous a quittés juste avant Godard, et dont la disparition a été du coup éclipsée par Godard, et qui était le chef de file de la nouvelle vague suisse, et qui était aussi un grand monsieur. Bon, et bien entendu, aux grandes actions, on travaillera sur Tanner et Godard un peu plus tard. Voilà, on laisse les hommages officiels passer et ensuite on fera un travail en profondeur. On devrait montrer un vieux langage en 3D. Oui, absolument. Ah, voilà, on va montrer. En 3D alors. En 3D, oui, bien sûr. Excellente projection. Mais, par contre, j'ai beaucoup pensé à cette idée de Dante et de la comédie tout de même. Vous l'avez lu, la comédie de Dante? Il y a des poètes d'exil qui guident Dante dans l'enfer, dans le purgatoire, dans le paradis. Et là, la prostituée Sora, elle guide aussi un petit peu ce personnage pendant des milieux assez étranges. Pourquoi il y a l'image? Bon. En attendant l'image, j'attends l'image parce que je voulais vous montrer une image. Ça vous a plu le film? Oui? Plus ou moins, t'es pas sûr, Pierre? Plus sûr de rien. C'est beaucoup plus. Est-ce que vous avez vu Citizen Kane? Oui. De Orson Welles. Dans Citizen Kane, c'est la reconstruction de la vie d'un personnage qui est mort. Par les morceaux qu'il a laissés, par les discussions qu'il a eues, par les personnes qu'il a rencontrées. Ici, c'est la reconstruction de la vie d'une personne, mais par elle-même, avec des morceaux assez découpés de sa jeunesse, ses amants, etc. Il y a aussi un lien en fait, dans le fait de revenir sur une vie et de voir ce que ça peut donner. Ça sert à rien d'écrire parce qu'il ne m'entend pas, sans doute. Si tu veux, oui. Ouais. Tu peux juste frapper, je ne sais pas si c'est grave ou en cabine. Je vais tout de même commencer. Je vous ai dit que la date de l'anniversaire de Fassbinder était importante. Et son anniversaire, c'était donc le 31 mai. Et le 31 mai 1978, il avait 33 ans, il a fait une fête, mais il n'a pas invité une personne. Cette personne, dont je voudrais vous montrer la photo, s'appelle Armand Mayer. Et cet homme s'est suicidé à cause de cela. Et Armand Mayer était boucher quand il était jeune. Vous voyez qu'il y a énormément de liens avec ce qui s'est passé. Et Armand Mayer était amant de Fassbinder, était aussi acteur dans plusieurs de ses films. Donc, dans cette bande de ces groupes qu'on appelle les amphithéâtres, que c'est le groupe qui a constitué Fassbinder autour de lui, il y avait des amis, des gens qu'il avait croisés dans la jeunesse, qu'il avait rencontrés dans la rue, des prostituées, hommes et femmes, qu'il a commencé à faire jouer dans ses films, et dont il continuait à avoir des rapports, pas seulement sexuels, mais bon, sentimentaux, etc. La femme qu'on voit dans les films, la prostituée Sora, a été mariée à Fassbinder aussi pendant 2 ans, entre 70 et 72. Et donc, en même temps, il était aussi amant d'un autre homme qui est mort aussi en prison quelques années plus tard, avant les films en 76. Donc, bien sûr que la plupart de cette histoire est pour Armand Mayer, qui est ici. Qui est ici à gauche, c'est l'homme qui s'est suicidé. Mais imaginez aussi les coups pour Fassbinder et d'un côté la responsabilité qu'il pouvait sentir dans cette affaire. Bon, cet homme s'est suicidé à cause de moi. Bien sûr, ce n'était pas seulement l'effet de ne pas l'inviter à son anniversaire, c'était la dégradation de son rapport. Mais Fassbinder, il était très dur. Et du coup, les gens qui étaient autour de lui, il a raconté tous, ils ont beaucoup souffert en fait,
de suivre cet homme qui était une machine de travail incroyable, mais qui exigeait et qui demandait beaucoup aussi aux autres. Il demandait qu'il ne fasse rien d'autre que travailler avec lui et pour lui. Alors, un petit rapport avec ces films de 73 de Fassbinder qui s'appelle Le monde sur les fils. Dans ces films, je ne vais pas vous les raconter, mais juste, il y a un monde qu'on appelle le monde réel, c'est notre monde, et on a construit un monde à l'intérieur, juste pour voir comment ça se passe. Et vers la fin du film, on découvre qu'en fait, nous, on est aussi la création de notre monde. C'est en effet des boîtes chinoises, des poupées rousses, de se sentir à l'intérieur de notre réalité. Et on les montre de manière visuelle dans ces films, par des couloirs, par des portes, par des fenêtres. On les fait également dans l'année de 13 lunes. Et dans cette séquence-là, le personnage dit à un moment donné, Elvira dit, on ne décide pas de ce qu'on fait. C'est comme si quelqu'un en haut décidait à notre place. Donc on insiste déjà et par l'image et par le dialogue, dans une sorte de déterminisme en fait de Fassbinder, dans lequel, vous l'avez compris, il est impossible d'être heureux, il est impossible d'être aimé. Ces personnages-là, qu'on voit ici se faire tabasser au début du film, ils ne demandent qu'une chose en fait, être aimé, c'est tout. C'est pas très compliqué théoriquement, mais de manière systématique, dans chaque épisode qu'on va voir, chaque épisode se termine très mal, et donc la vie lui démontre qu'il est impossible d'être aimé, que le bonheur n'est pas pour lui. Je vais vous montrer cette image avec la date, car les films commencent avec ça, et on peut se dire tout de suite, alors s'il y a une date et une ville précise, on est dans un récit plutôt historique, plutôt réaliste, etc. Vous avez compris, pas du tout. Tout de suite, on passe à cette scène, dans un café. Il y a cette femme et cet homme, ou ces deux femmes, si l'on veut, et il y a Elvira qui dit je vais te montrer le lavatoire. Il traverse la porte, hop, on est dans le lavatoire. Bien sûr, ça n'a aucun sens dans le réalisme chronologique ou spatial du film. On est donc plutôt dans un état mental. Et c'est comme ça qu'on va se transporter dans des scènes et dans des endroits qui ne sont pas forcément liés de manière chronologique ou logique, mais qui sont les récits donc, des vies de ces personnages. On va revenir tout à la fin avec la scène de lavatoire, que je pense que c'est une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma dans tout le cas du XXe siècle. Juste une image comme ça pour vous montrer l'importance du cadrage dans les films. C'est Elvira qui vient de se faire tabasser par des hommes brutaux. 2 minutes plus tard, est en train de se couvrir son visage pour demander des excuses. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, c'est vrai, je raconte n'importe quoi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc on nous montre la faiblesse du personnage, c'est le soin d'être aimé et de demander des excuses tout le temps, mais surtout, le cadrage insiste aussi sur le fait qu'elle n'est pas tout le temps au centre. Même au contraire, elle se sent vraiment comme une chose. La première scène est vraiment très brutale dans le langage, on la traite de tout ce qu'il a trouvé de pire, Fassbinder a écrit, chose, animal, quelque chose à jeter, si tu meurs, personne, tout le monde s'en fout, etc. Le cadrage aussi nous montre ces personnages très souvent tout en extrême, elle n'est pas importante, elle n'est pas au centre, elle est juste un détail minuscule, le plus important qu'importe, ou les machines à sous, etc. dans cet endroit. Vous avez remarqué également l'importance et la présence des miroirs. C'est une marque un peu du cinéma de Fassbinder. Il n'a pas inventé ça, mais il l'utilise beaucoup. Et ces miroirs sont un peu comme les portes. Il nous répète tout le temps qu'il n'y a pas une seule réalité, qu'il y a des reflets, qu'il y a des manières différentes de voir les choses et que tout est multiple. En fait. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ça peut être aussi, comme dans la scène à gauche, d'une énorme brutalité. C'est voir soi-même et de voir ce qu'on est devenu. Si vous êtes un peu proche de la philosophie, peut-être que vous avez remarqué qu'il y avait énormément de citations et de références à Schopenhauer. On le voit surtout avec ces personnages qui parlent de la représentation de mon corps, de ma volonté, et surtout le suicide. Tout ce qu'il dit, c'est Schopenhauer. Et là, c'est carrément le discours de Schopenhauer, qui est un énorme pessimiste. On ne peut pas être heureux, c'est impossible. Et le monde, c'est juste la représentation que j'ai de lui, etc. Ce qui est intéressant avec Fassbinder, c'est qu'il nous donne les clés. Donc on voit la bonne sœur qui a un bouquin de Schopenhauer, ce qui est vraiment extrêmement bizarre. Il est en train donc de lire ça, ou dans tous les cas, il a ces livres-là, et il nous donne donc les clés de compréhension de tous ces dialogues. En plus, je ne sais pas si vous savez qui est cette femme, peut-être que quelqu'un le sait, la bonne sœur. C'est la mère de Fassbinder.
avec qui il entretenait une relation très bizarre, très compliquée, très difficile, mais il disait, et ça c'est un détail plutôt sympa de Fassbinder, il disait, avec ma mère ça se passe tellement mal que la seule manière que j'ai d'avoir un rapport avec elle, c'est de la faire jouer dans mes films. Et là, comme ça, au moins on se voit, on crie, on se dispute, mais voilà, on se tient un peu pas très très loin. Voilà, c'est la mère de Fassbinder qui a joué dans plein de films. L'autre très grande référence littéraire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, surtout avec ce personnage qui est là, c'est Kafka. Ce personnage qui est derrière le bâtiment et qui dit je viens tous les jours mais je ne peux pas entrer. Bah, c'est des procès, c'est des châteaux. Si vous l'avez lu, je m'arrête là parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est la présence d'un pouvoir qui est total, qui écrase tout et dont on ne peut que espérer atteindre. Et on est une toute petite chose. C'est pourquoi il regarde toujours en haut. Le pouvoir est là, c'est quelque chose d'inaccessible. Et moi, je suis un homme, je reste là et j'attends. Hein, l'attente qui est aussi un sujet du cinéma, un sujet de Kafka et de Fassbinder dans ces cas-là. Et un peu plus tard, la fille d'Elvia me dit, je viens de lire Das Schloss, les châteaux de Kafka. Donc, encore une fois, il nous donne les clés. Mais Kafka va plus loin que ça, et c'est ma avant-dernière image que je vous montre, c'est cette scène qui est absolument hallucinante avec le pouvoir. On nous a dit tout au long du film qu'il y a un personnage qui est terrible, qui a énormément de pouvoir, qui est très méchant, qui peut tout faire. On attend de voir ce pouvoir, et qu'est-ce qu'on trouve? C'est la farce, en fait. Et déjà, la première partie de la scène, qu'est-ce qu'elle nous montre? Une fusillade qui est fausse. On est déjà dans l'idée de ce qu'on va voir là, c'est pas vrai, c'est faux, c'est complètement faux, c'est une pantomime, c'est du théâtre. Et cette manière de représenter le pouvoir est une manière aussi kafkaïenne, mais je vous mets à côté une image de Lynch, vous avez peut-être vu Mulholland Drive, et si vous l'avez vu, vous vous rappelez peut-être qu'à un moment donné dans ce film, on rencontre deux personnages qui ont beaucoup de pouvoir, ce sont des producteurs à Hollywood, et on s'attend à ce qu'ils font, et ce sont deux êtres complètement enfantins, ridicules, fous, etc. C'est la manière intéressante de représenter le pouvoir. Je peux peut-être me fâcher avec vous, mais si, parce que j'imagine que vous l'aimez beaucoup, Scorsese par exemple. Oui, vous aimez le cinéma de Scorsese? Plus souvent. Si on demande à quelqu'un comme Scorsese de représenter le pouvoir, il le fait assez souvent en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses mafieux, ou ses délinquants, ses corrompus, et il s'extase à montrer les maisons, les voitures, les bateaux, l'argent liquide. Il montre les vieilles films et les vieilles. Il adore l'argent, Scorsese. Un gars comme Fassbinder, quand il va montrer les pouvoirs, il montre plutôt ça. C'est-à-dire quelque chose de complètement absurde, complètement irréel, complètement fou, qui n'a aucun sens, qui est plus intéressant, je pense. Et la toute dernière image, donc, c'est long plan séquence, en effet, c'est plutôt deux, en fait, de l'abattoir, qui est une énorme réussite formelle et cinématographique. On pourrait parler beaucoup, mais je vais juste dire deux choses. La première, la musique. Au fond, c'est du Handel, et les textes qui est lu, c'est du Goethe. Donc, on a deux monstres de la culture, de la civilisation occidentale, surtout allemande, et ce qu'on voit au fond, c'est l'abattoir. Je pense que ça parle tout seul. Donc, il est né en 1945. Oui, peut-être une image que j'aurais pu montrer, c'est quand on voit la télé. Quand on voit la télé, on entend Pinochet. Et on voit Fassbinder lui-même qui parle de son enfance, etc. Et on voit un film français doublé. Vous avez reconnu le film? C'est un piala. C'est ça. C'est une pas en France. C'est ça, voilà. Donc, et ce sont des scènes d'une énorme violence aussi, qu'il a coupé exactement pour nous montrer un peu le parallèle avec son propre film, bien sûr, et aussi pour ancrer dans le réel historique son histoire. Une histoire complètement personnelle de ces personnages, mais une histoire qui est aussi liée au totalitarisme, au capitalisme, parce que pour ce personnage, celui d'avant, il est carrément la représentation du capitalisme en Allemagne après la guerre, et de l'abattoir, du massacre de la mort. Voilà ma performance de ce soir. Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, je viens. Si c'est des questions, j'essaye de répondre, et si c'est des commentaires, on s'écoute. Mais pourquoi vous avez dit que c'était une des plus grandes scènes, la scène de l'abattoir du cinéma du 20e? Ouais, j'essaie peut-être, hein, mais. Comment?
Ok, non, hein, peut-être pas beaucoup. Je pense que c'est une réussite formelle, déjà, dans le sens, c'est pas seulement les travelling, hein, c'est facile de faire un travelling, mais c'est comment tout est ensemble dans cette scène. Et la musique, et le texte qui est très très puissant, je vous invite à lire les Toccata sur Goethe, et avec en plus la voix absolument incroyable de Volker Spengler, de l'acteur qui crie, qui est complètement hors de lui, et qui montre, pour moi, c'est vraiment un résumé en fait, les plus hauts de la civilisation allemande, en musique, en littérature, avec l'affreux, avec l'horreur. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant la guerre finalement. C'est que la guerre a lieu là où est au cœur de l'Europe. On avait toutes les attentes, on avait tous les philosophes, on avait tous les Schopenhauer, on avait tous les Nietzsche, on avait tous les Wagner, et ça n'a absolument rien empêché. En fait. Et j'ai l'impression qu'il y a dans cette scène quelque chose de cet ordre. Alors, Fassbinder, je ne lui donnerai pas des pensées. Je ne pense pas qu'il était trop pour la question animale. Hein. J'ai l'impression que ce n'était pas trop son truc, mais au-delà de ça, parce qu'il parle plutôt de la mort comme quelque chose qui, voilà, la mort de l'animal, sublimée par la peur. C'est facile à lire quand on n'est pas dans le laboratoire, quand on n'est pas un animal. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose de fort justement entre la culture et la barbarie. La chose la plus horrible, quoi, qui est un laboratoire, je pense. Et là, si on regarde à Dante, on peut penser que le film commence avec ça, c'est une des premières scènes, c'est pour être l'enfer. Et après, il y a des passages un peu avec de la musique, ce qui pourrait être le purgatoire. Le purgatoire, c'est le royaume de la musique chez Dante. Et après, les paradis, ça pourrait être ces bâtiments auxquels on va monter et auxquels Virgile, les compagnons, ne peut pas entrer. C'est-à-dire que la prostituée Sora, dans ces cas-là, elle va rester avec la maison. Mais ça, c'est plutôt moi qui vois des liens qui n'existent pas. Et je pense que je vais réfléchir davantage sur cette idée, parce que ça me semble intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires? Il y a d'autres choses que vous avez vues? Il y a une référence à Fellini avec la musique. Fellini? Ah oui, oui. Et à Visconti, quelqu'un disait? Non, j'ai entendu Visconti. Oui. Oui. Alors, la musique, vous savez, en fait, il y a des scènes. On pourrait même imaginer un montage différent. On pourrait peut-être placer cette scène avant, après, parce que ce sont des unités formelles et esthétiques également. Il y a la farce, il y a la pantomime. Quand elle est au cloître, par exemple, et qu'elle tombe, c'est extrêmement théâtral. C'est une manière de tomber, de par terre et de soulever. Et il insiste aussi, c'est très brechtian aussi. Fassbinder, il insiste toujours pour rappeler que c'est un film, que ce n'est pas la réalité. Il ne faut pas se mettre à pleurer avec les personnages. Non, c'est un film. La réalité, elle est dehors. Et dans la réalité, il y a Pinochet, dans la réalité, il y a le capitalisme. C'est là qu'il faut agir, ce n'est pas dans les films. D'autres questions, commentaires? Mais du coup, vous pensez que justement ce pessimisme, il encourage une action, ou est-ce que c'est un pessimisme qui n'aboutit qu'à la mort, à terme? Celui de Schopenhauer est plutôt. Je ne suis pas philosophe, hein, mais j'ai un peu bouquiné Schopenhauer. Et il n'a même pas forcément l'action, mais ce n'est pas le même type de pessimisme que celui de Fassbinder. Je le dis très simplement, si Fassbinder était si pessimiste qu'on les lit et qu'on les croit et qu'on les voit, parce qu'il est terriblement désespéré surtout, il n'aurait pas fait 43 films. En fait, quelqu'un complètement pessimiste, il reste au lit, il ne se lève pas. Je pense. Quand on est dans la détresse totale, on ne fait rien. C'est une question que j'avais posée à Bellatar, le réalisateur hongrois, qui fait des films qui ne sont pas très joyeux. Une fois, une femme dans les cinémas, elle a dit: pourquoi vous faites des films si pessimistes, c'est horrible. Et il lui a répondu: après les films, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose? Il a dit oui. Voilà. Ça serait peut-être le contraire de faire un film optimiste. C'est ce qu'on appelle en philosophie le caractère affirmatif de la culture. On voit les films et tout se passe bien. Et du coup, on est content, on sort et on va manger des pâtes et on prend un verre et tout va bien, on oublie les problèmes. Alors un film pessimiste, peut-être qu'il nous met dans un état dans lequel on se dit: ça va pas, non? Du coup, il va falloir peut-être changer quelque chose. Moi, j'ai plus l'impression qu'il assume complètement son pessimisme. Enfin, rien que le nom du film qui est expliqué dès le début, avec cette idée que c'est
l'année du malheur, que pour les personnes qui sont plus sensibles, c'est juste une souffrance. En tant que spectateur, on est juste, je sais pas, on contemple cette souffrance qu'il déverse dans le film de la même façon que quand il est avec son ami, il regarde la télé et il voit Pinochet de façon inactive, quoi. Ils assistent juste à des scènes de violence où il y a un homme qui bat sa femme et en tant que spectateur, on est juste témoin de cette souffrance. En fait, là, il y a deux choses. La première, c'est sur la justification qu'il donne au film, c'est cette idée de l'année, des blessures et tout ça. Alors, il a lu ça quelque part, il a trouvé ça joli et intéressant, mais il ne croyait pas un quart de seconde. Hein. C'est un matérialiste, c'est un martien, il ne croyait pas à cette histoire de planète. Par contre, ce qu'il croyait, c'est que, en effet, les malheurs, il les règle. Et il ne dissimule pas le pessimisme, il est complètement désespéré, c'est l'homme désespéré en fait, dans l'histoire du cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait avec ce désespoir. Avec ce désespoir, il n'a pas arrêté de travailler et de faire des films qui sont politiques et qui servent à penser des choses. Donc oui, il est désespéré, il est complètement pessimiste, mais chez lui, ce pessimisme se traduit comme ça. Mais du coup, cette souffrance, c'est plus le moteur du film que un appel à une réaction. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai en... Ah oui, d'accord. Oui, après, comme je disais, là, l'exemple de Bellatar, peut-être que c'était pas bien trouvé, parce que si vous voulez regarder un peu le film des débuts des années 70 de Fassbinder, il y a carrément parfois des discussions politiques martiennes, qu'est-ce qu'il faut faire, le prolétariat, etc. Et là, c'est des appels à l'action. Et il n'était pas moins désespéré, peut-être un petit peu moins. Vous savez, comme il est mort, Fassbinder, il montre des excès de choses. Il allait trop vite en tout. Drogue, alcool, etc. Mais au-delà de ça, c'est juste une... Je pense que les désespoirs le poussaient justement ça. Il ne fallait pas s'arrêter un quart de seconde parce que s'il s'arrêtait, ce n'était pas possible. Donc il fallait faire des films, écrire des pièces, pousser tout le monde à son plus horrible extrême, et lui-même, donc il finit par mourir de ces excès. Mais oui, les films, il ne faudrait pas les voir comme un appel à l'action, non. Et vous voyez qu'en plus, c'était complètement il m'a mourir, tout seul et tout triste. Voilà. Et ça, on le comprend assez vite, en fait, qu'il n'y a pas des sorties d'issue. Vous avez d'autres commentaires ou questions? Alors, sinon, je vous invite à voir un film beaucoup moins dur, beaucoup moins violent, ce qui n'est pas difficile, en octobre, le 27, c'est un jeudi. Le film de Clément Cogitor, le premier long-métrage de Clément Cogitor, qui est réalisateur, mais qui est aussi artiste, plasticien. Il a quand même gagné un prix assez touchant, ce qui n'est pas rien. Il était en scène aussi de théâtre. Metteur en scène de théâtre, oui, tout à fait, et l'opéra. Ouais. Il a fait Les Cent des Galantes à l'opéra, et il a montré son dernier film à Cannes, qui n'est pas encore sorti, je pense, Goutte d'Or, pas encore sorti, donc il va sortir. Ah, peut-être qu'il va sortir un peu à cette époque-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de regarder les autres 42 films. Peut-être pas tous ce soir, mais... Par rapport au pessimisme et tout ça, en fait, à la fin, on entend... je ne sais plus qui écoute... ouais, c'est la femme, la brune, là, qui écoute l'interview qui a été faite. Oui. Donc, du personnage principal. Et quand même, il y a quelque chose qui dit que le bonheur, ça n'existe pas. Mais par contre, la recherche... le chemin pour essayer de l'atteindre, en tout cas, enfin, je sais pas si voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est exactement ce que je dis. Ouais, et je trouve que justement, c'est pas du pessimisme. Bah, il faut quand même, c'est vrai qu'il faut rester vivant en sachant qu'on ne va pas être heureux. Il faut quand même trouver quelque part quelque chose d'intéressant à faire. C'est vrai que s'occuper, par exemple, de chercher un bonheur qu'on sait qu'on ne va pas trouver. Mais dans cette scène, en fait, il y a si on met un petit peu d'espoir, c'est-à-dire que cette femme, la femme du journaliste, parce que c'est un journaliste, elle avait insisté pour dire non, on va se coucher. Et après, vous décidez quand même de se dire peut-être qu'il faut aller les chercher, peut-être qu'il ne va pas bien, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Oui, mais sa mort, elle est improbable parce qu'a priori, il s'est donné la mort avec des gens à côté. Enfin, il y a quelque chose de complètement improbable dans la mort. C'est improbable parce qu'on n'est pas dans ce rapport des réalités. De la même manière qu'il arrive la bonne sœur dans l'appartement où il passe, bien sûr que ça n'arrive pas. On est dans un espace mental.
plus que physique et chronologique. Et donc oui, cette manière de mourir est une manière cinématographique. Le cinéma, c'est faux. Tout est faux, le cinéma. C'est ce qui est bien aussi. Ingrid Caven, c'était la blonde, non, c'était qui? Ingrid Caven, c'est la femme, c'est la prostituée Sora, qui était... C'est une chanteuse. Oui, il paraît qu'elle est très connue en France, à une époque. Voilà. Je sais qu'elle avait un truc de cabaret, parce qu'en fait, c'était un peu son truc, à Paris. Et c'était elle qui était aussi épouse de Fassbinder pendant 2 ans. Ah oui? Oui. Et là, elle poussait la moitié de sa troupe. Parmi d'autres rapports qu'il avait avec ces gens-là. Moi, j'ai découvert, Fassbinder, il y a un film qui est de lui très connu, tous les hommes s'appellent Ali, qui est passé sur Arte. Oui. Et j'ai trouvé ce film très beau. Pas très gai non plus, mais. Non, c'est pas vrai. Du coup, je suis venue là avec l'idée de ce film-là. Et j'ai vu autre chose. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu, tous les autres s'appellent Ali, qui n'est pas un très bon titre. Le titre en allemand est beaucoup plus intéressant. Ça traduit quelque chose. Ouais, ça traduit quelque chose comme. Je ne sais pas, mais il y a une faute dans la traduction, parce que c'est le personnage principal qui est un Marocain, qui ne parle pas bien allemand, et qui dit une phrase comme la peur mange l'âme, quelque chose comme ça. Mais la phrase n'est pas tout à fait correcte. Cet acteur-là, que vous avez vu dans ce film, était aussi un membre de Fassbinder, et il est mort en 1976 en prison. Et il l'a rencontré dans la rue au Maroc, je pense, c'était un prostitué. Il jouait très bien en plus. Fassbinder, c'est la preuve que les acteurs, il faut les trouver dans la rue. Ils sont devenus professionnels avec lui, en fait. Mais c'était à la base des gens qui le trouvaient comme ça, qui sont magnifiques. Bon, ce n'est pas le cas de Paul Spengler, qui est un très grand acteur, mais ça se voit, il n'a pas de pour jouer ses rôles. Voilà, mais j'ai un peu soif. J'ai un peu faim aussi, je n'ai pas dit. Je vous remercie encore. On se voit en octobre.